Cette émission vous est présentée par Pixmania. Salut à tous et ravi de vous retrouver pour une émission alors très particulière et très spéciale, à plus d'un titre d'abord, spécial même, je vais le dire à titre personnel, parce qu'on va parler de Pixmania, mais on va parler du pari d'entrepreneurs de deux frères qui en ont déjà fait pas mal d'ailleurs, des paris d'entrepreneurs, et puis derrière on va parler un peu de notre histoire quand même, il faut bien le dire, le début d'histoire du 21e siècle et la façon dont l'économie, le commerce, puisque c'est Pixmania, se sont transformés depuis une vingtaine d'années. Donc Steve et Jean-Émile Rosenblum sont avec nous. Bonjour messieurs. Donc l'annonce, le fait générateur de cette émission, c'est la relance de Pixmania. Alors pour ceux qui... Et quand même, on est en quoi, 2022 si tout va bien, il y a des gars qui étaient pas nés quand même au moment du démarrage de Pixmania. On est quoi? C'est avant l'an 2000, au tournant des années 2000? 2001-2002. 2001-2002, après l'explosion de la bulle, en même temps après. Juste après. Et vous démarrez après. Vous démarrez après Pixmania, que vous allez porter jusque quand est-ce que vous sortez? Quand est-ce que vous arrêtez cette histoire? 2016? Alors, on fait une première vente de la majorité de Pixmania en 2006. 2006? Et on reste actionnaire et on sort en 2012. D'accord. Après avoir opéré 6 ans de plus que la première sortie. Et la marque elle-même, elle rentre en sommeil? Elle a ralenti assez. Au bout de 2 ans, ils avaient perdu 70% de chiffre d'affaires. Ouais. Et donc, elle rentre en sommeil à partir de 2015-2016, je dirais. Ouais. Ça a continué, mais de façon très très petite. Bon, on est sur marque iconique de ce qui s'appelle encore à peine le e-commerce, un petit peu comme Rue du Commerce et avant vous quand même, avant Pixmania. Ces discounts Rue du Commerce ont démarré avant nous. Voilà. Par contre, on a été plus vite. Par contre, vous avez été plus vite. Je regardais là rapidement. Il y a pas mal d'éléments qui sont quand même... il y a déjà la place de marché, il y a déjà la réflexion sur la deuxième main, sur les produits d'occasion. Vous aviez, ça avait été un laboratoire quand même d'éléments qui sont aujourd'hui au cœur de la façon dont le commerce se joue sur le net. Oui, mais c'est vrai que pendant ces années-là, rien n'existait en fait dans l'e-commerce, donc il fallait tout inventer. Et on a cette chance d'avoir pu mettre en place une culture d'entreprise qui a permis la créativité, l'innovation, qui vient bien entendu avec des erreurs. On s'est trompé beaucoup de fois, peut-être plus de fois que ce que l'on a réussi. Mais bon, les paris qui ont marché d'une façon extrêmement importante. Spectaculaire. Et c'est vrai qu'on a inventé, ou en tout cas, on a pris les vagues des technologies qui se mettaient en place successivement et des modèles de commerce comme la place de marché. On ne l'a pas inventé, mais très rapidement, on a été dessus. Comme on avait une audience pan-européenne importante, tout de suite, c'est devenu un vrai business. Dans une grande défiance, Jean-Émile ? Est-ce que, au départ, là, quand vous démarrez, quand vous vous lancez, tous les jours, ça ne marchera jamais? La défiance, elle était énorme, notamment des acteurs historiques du Mortar. Donc, on avait des bâtons dans les roues par Fnac, Darty, moins Boulanger à l'époque, c'était moins connu, mais Carrefour. Tout le monde mettait la pression sur nos fournisseurs pour ne pas nous livrer. Et donc, nous, on a pris le contre-pied de ça. On a fait prendre partie à cette histoire à nos fournisseurs. Et ils ont eu envie de nous accompagner. C'est un petit peu ce qu'on a fait hier. On aime bien avoir nos partenaires autour de nous. Et c'est grâce à ça qu'on a... Donc hier, c'était la grande soirée donc, de relance de Pixmania, dont on va voir d'ailleurs un certain nombre d'images au gré de cette émission spéciale. Michel-Édouard Leclerc est venu ici, dans ce studio, l'année dernière, pour dire... D'habitude, je m'inspire de mes concurrents. Alors, on parlait d'Amazon, mais d'une manière générale, le e-commerce, j'ai rien vu venir. Et il a fait une forme de contrition, d'aveu de ce qu'il avait été. Alors maintenant, il a bien pris le train en marche, mais un peu dépassé par ce phénomène. Vous résumez ça dans un bouquin, Guerre et paix, 600 pages. Vous vous êtes fait plaisir. Alors oui, on s'est fait plaisir, mais en fait, c'est 620 pages.
Et il y a une bonne raison, c'est qu'en fait, on l'a écrit à, je ne sais pas, peut-être 60 mains, ce bouquin. Il y a le corps du bouquin, le cœur, c'est nous, Jean-Émile et moi, qui l'avons écrit, mais il y a une place belle à nos anciens collaborateurs, donc il y a une quarantaine de collaborateurs qui racontent leur récit de ce qu'ils ont vécu, et avec finalement quelque chose qui était très simple. On leur a dit, il n'y a pas de limite de place, il n'y a pas de sujet. Vous dites ce que vous avez vécu, le bon, le mauvais, et on ne coupera rien. Ça a été la première chose. Deuxièmement, on a recontacté des anciens partenaires, commissaires aux comptes, avocats, auditeurs, mais aussi des concurrents. Et on leur a dit, on a besoin d'un regard croisé. Parce que nous, on va raconter notre histoire vue avec notre lorgnette. Et on a besoin de savoir comment vous nous voyiez à l'époque. Est-ce qu'on était des bons ou est-ce qu'on était des copieurs à vos yeux? Et tout le monde pense qu'on copie tout le monde. Mais oui, mais bien sûr. Voilà. Et nous, on a toujours l'impression qu'on est en train de créer, d'innover et de rebondir sur des idées incroyables. Mais souvent, elles sont inspirées de ce qu'on voit ailleurs. Et donc voilà, ça fait un gros bouquin. Mais c'est un bouquin qui, d'après moi, est important pour des jeunes étudiants en école de management, en école de commerce, de marketing. Pour aller vite, Steve, pourquoi vous l'imprimez? Pourquoi c'est un bouquin? Pourquoi c'est pas du digital? À un moment, c'est le réel, c'est le Mortar qui est en train de vous rattraper, là, les gars. Là. Non, mais on fera un site avec les chapitres, ainsi de suite, en ligne, où les gens pourront déposer leurs commentaires et ainsi de suite. Plus de photos, plus... Non, mais j'aime bien, j'adore la démarche. C'est comme une photo, c'est un beau bouquin. C'est comme un agrandissement de photos. Un agrandissement, on l'imprime. Voilà. Alors, attends, parce que le temps tourne très vite. Pourquoi relancer Pixmania et pourquoi faire? Alors, qui y va? Jean-Émile. Allez, Jean-Émile. Pourquoi relancer Pixmania? C'est pas venu d'un coup, c'est venu... Alors déjà, c'est venu par hasard, Pixmania. On a pu se retrouver à racheter Pixmania parce qu'on était fin mai 2020. Il n'y avait plus un avion dans le ciel et tous les magasins étaient fermés. Et on commençait à vendre de plus en plus sur Internet, notamment des téléphones reconditionnés. Et on s'est dit, la marque que l'on a unique aujourd'hui, qui est The Case, elle est pas assez puissante et pas assez internationale pour faire ça. On cherchait une autre marque. Par hasard, je vais sur pixmania.com. Par hasard, ça fait 8 ans qu'on ne s'est pas retourné dessus. Et là, je vois quasiment plus aucun produit dessus. C'est bizarre. Je dis à mon frère, j'appelle le service client. Le service client, un message de fin, en fait. Et je savais qui était derrière ce service client. J'appelle mon ami, il me dit, figure-toi que dans 15 jours, ça passe au tribunal. Bon, bah là, donc on y va, quoi. On a dit, au pire, on la mettra sur l'étagère derrière nous. Et au mieux, on en fera quelque chose, après avoir fait une étude de marque. Et l'étude de marque s'est révélée très forte. Alors, l'étude de marque est très forte, on n'en doute pas, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là, tous les deux. Qu'est-ce que vous allez vendre sur Pixmania? Ce qu'on fait depuis 7-8 ans, 9 ans, c'est apprendre le marché du téléphone. On en vendait déjà beaucoup chez Pixmania à l'époque. Et ce marché-là, c'est le plus gros marché du monde. 640 milliards de dollars, sur très peu de marques, très peu de produits sur le corps, c'est-à-dire les téléphones neufs. Après, il y a les téléphones reconditionnés. Après, il y a les accessoires dédiés. Et après, il y a les accessoires compagnons. Mais c'est les mêmes partout dans le monde. Donc, c'est internationalisable. 2, il n'y a pas d'acteur sur cette verticale métier, aussi fou que ça puisse paraître. C'est incroyable. Exactement. Et on s'est dit, bon, depuis 4-5 ans, comment ça bouge en ce moment, le commerce? Comme à l'époque, on s'était posé la question, pourquoi on fait une marketplace? Les marketplaces généralistes, elles perdent du terrain aujourd'hui. Au profit de quoi? Des marketplaces verticalisées. Mano Mano, back market dans le reconditionné, vestiaire collective, et il y en a des tas comme ça. Donc aujourd'hui, c'est un retour au spécialiste. Et comme il n'y en a pas dans notre métier d'aujourd'hui, qui est le téléphone, eh ben, c'était tout naturel de dire, on va lancer. Il n'y a pas je cherche l'image, mais il n'y a pas le Aramis Auto du téléphone, c'est-à-dire qui est capable de te vendre de la voiture jusqu'à l'entretien en passant par les barres de toit. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Chacun prend un petit bout. C'est vendu par tout le monde. Nulle part, on n'en a pas trouvé. Exactement. Voilà. Et d'autant plus que là, on a pris une décision qui est une décision de marketplace, dans lequel on est capable de délivrer pour le consommateur l'ensemble des gammes de produits qui existent. Si on est simplement distributeur marchand, on achète des stocks, on est limité par la capacité financière, et après on revend une gamme de produits. Tout à fait. Avec une marketplace, on associe finalement les experts de tout ce marché-là sur tous les compartiments de marché. Parce que quand Jean-Émile parle par exemple des accessoires compagnons, c'est un drone, c'est le bandeau pour faire le calcul de sa glycémie, c'est WeThings. santé, c'est Ledger avec des clés connectées
c'est pour la crypto, le téléphone se connecte à tout. Donc nous, on s'est dit, on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Donc on a besoin de s'associer avec les meilleurs et on ramène tout ça dans un écrin avec une expertise où on a des personnes chez nous qui sont des experts pour faire des sélections dans ces gammes de produits, choisir les bons prix, les bons produits, les bonnes qualités et apporter surtout une offre qui peut s'acheter par mensualité. Et donc, on donne l'accès finalement aux consommateurs, au lieu d'avoir un achat cher, parce qu'on veut acheter beaucoup d'accessoires, eh ben on a un achat qui est digérable par des mensualités sur 12, 18, 24 mois, 36 mois. C'est-à-dire que vous associez donc le Big Bang du 21e siècle, 2007, l'iPhone, Steve Jobs. Visiblement, donc, il y a encore énormément de choses à faire et vous le démontrez. Et vous associez ça à ce qui est en train de se jouer et dont on va parler d'ailleurs dans la deuxième partie de cette émission, c'est-à-dire le Big Bang du financement. Complètement. D'une manière générale d'ailleurs, tant du côté des cryptos que du côté effectivement de l'achat fractionné. Vous associez les deux et vous pensez que là, il y a un gisement très intéressant. En fait, le mode SaaS est souvent synonyme de logiciel. Ouais. D'accord ? Et ben nous, on va le faire pour le produit. Donc c'est un SaaS, produit et service. Et voilà, chacun va dire, je suis prêt à mettre 30 € par mois pour ce secteur, 50, 100, 150. Et en fonction de ça, il va pouvoir acheter 5, 10, 15 produits, tous sur le même toit. Et en plus, quand on peut reconditionner ce produit-là, dès qu'il en aura marre et vous voudra prendre le nouveau, on lui récupère, on le reconditionne, on le remet en vente. Lancement tout de suite international, Rapidement, d'abord en France. fin d'année, premier test international. Bon, notre culture à nous, de Pixmania, c'était 26 pays européens, c'était des 5 millions de clients par année servis. Donc on ira à l'international, c'est évident. Mais il y a un élément aussi qu'on aimerait mettre en avant, c'est que on veut une consommation responsable et on veut être acteur du changement. Ah oui. Et donc, notre intérêt à nous, c'est de pouvoir mieux protéger les téléphones pour qu'ils n'aient pas une durée de vie de 18-24 mois, mais qu'ils aient une durée de vie de 5, 6, 7 ans. Peut-être pas pour vous, mais il y a une autre personne qui passera derrière vous, aussi bien pour les écouteurs que vos speakers Wi-Fi ou Bluetooth ou votre téléphone et ainsi de suite. Donc, on a mis en place la machine pour pouvoir reprendre reconditionner, revendre et ainsi de suite. Le but, c'est d'étirer la durée de vie du produit et arrêter ce gaspillage électronique. On continue à discuter de tout ça autour de Pixmania. On repart donc, Jean-Émile, on repart avec tes invités. Tu as réuni là les ferments de la prochaine crise systémique financière. Et en ça, je trouve ça très intéressant. Donc, Pascal Gauthier, salut Pascal, chairman et patron de Ledger, cofondateur de Ledger. Pinky, salut Pinky, patron de Scalapay. Alors, avec Scalapay, on est sur le paiement fractionné. C'est ça. La lame de fond aujourd'hui du paiement fractionné. Benjamin Chemla, salut Benjamin, patron aussi et cofondateur de Shares. Et avec Shares, on est sur... Alors, c'est un truc absolument passionnant qui nous a explosé à la figure pendant le confinement, à travers Robinhood. Mais tu fais la même chose en fait que Robinhood, c'est ça, peu ou prou ? Ça va être un réseau social de trading. Donc c'est Robinhood plus toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre dans un réseau social. Ouais, mais tu es aussi broker, tu es aussi courtier. Je suis aussi broker. La gamification de l'investissement en bourse. Moi, je préfère parler d'investissement collaboratif, de partage d'informations entre particuliers sur une plateforme. Parce que gamification, il y a un enjeu de gambling qui n'est pas le nôtre. Ah oui, mais qui va te rattraper. Mais c'est bien ça le sujet. Ledger, les cryptos, il y a un enjeu de gambling qui n'est pas le tien aussi, j'imagine, mais qui va forcément te rattraper. Ouais, mais je pense que c'est juste un effet de la technologie, en fait. La technologie rend les marchés beaucoup plus accessibles. Et ensuite, il faudra que les acteurs soient conscients de ça et proposent des services qui n'aillent pas vers le mauvais côté de la chose, c'est-à-dire où on rentre effectivement plus sur des gambling, mais par contre, on veut que ça soit accessible, on veut que ça soit plus facile d'accès. Parce que finalement, aujourd'hui, si tu imagines qu'avant, les jeunes, par exemple, avaient aucun accès à ces produits. Je discutais hier avec Cyril de Lydia, qui me disait qu'il a lancé aussi... Cyril Chiche, Lydia, absolument. Ouais. Qui a lancé un produit un peu similaire où on peut acheter des actions. Et en fait, les jeunes sur son app achètent de l'or. C'est quand même marrant. Alors, je vais le dire brutalement comme ça, puisque je suis le plus vieux. Il y avait un temps où, effectivement, il y avait quand même une forme d'intermédiaire
et d'intermédiation entre l'argent, on va dire, et ceux qui peuvent le dépenser. Vous voulez faire sauter l'ensemble de ces intermédiaires. C'est ça le sujet. Ping Li ? Alors, c'est pas vraiment faire sauter les intermédiaires, c'est faire sauter ce qui peut paraître inutile. Et en fait, quand on prend le paiement, par exemple, tout ce qui est augmentation du taux de conversion dans un processus d'achat, finalement, le paiement, quand on arrive dans un magasin, c'est peut-être ce qui est le plus pénible, sortir sa carte bleue. Donc, tout le phénomène d'Apple Pay et d'autres, ça a été plutôt magique. C'est pas pour autant que ça... On a surtout enlevé des freins. On a surtout écouté les consommateurs. Et Scalapay, par exemple, c'est comment faciliter l'acceptation ou pas d'un étalement de paiement alors que ça ne leur coûte rien, parce que notre business model, c'est pas de gagner de l'argent, entre guillemets, sur le dos des clients. C'est une offre pour les marchands, le serviciel. Je ne veux pas apparaître comme le mauvais coucheur dans l'histoire, hein, mais je reste avec toi, Pinky. Le crédit à la consommation et l'explosion du crédit à la consommation. Oui. Donc, années 80, années 90, hein, on va dire ça comme ça. Mais c'était a bien... amené le surendettement. On est d'accord. Parce qu'à un moment, l'acteur, il y a des acteurs évidemment responsables, il y a des consommateurs évidemment responsables, il y en a un certain nombre qui le sont quand même beaucoup moins, notamment avec l'argent. C'est vrai. Et c'est là où, sur le paiement fractionné, on voit bien d'ailleurs, hein, le régulateur commence à aller regarder un petit peu ce qui se passe. Ouais, mais ce que ça dit, d'abord, si on reste en France, la loi Lagarde en 2010 a été très favorable et c'était une bonne chose. Ce qui va se passer prochainement, c'est aussi une bonne chose, ça veut dire deux choses. Quand on commence à réguler, ça veut dire que c'est plus un phénomène de mode, ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est potentiellement certains ont eu quelquefois des dérives. Quand il s'agit de protéger les consommateurs, moi je dis que c'est bien. Et ce qu'on fait, et ce que ça permet de faire, parce qu'en fait, quand on est déjà dans les systèmes traditionnels bancaires, nous on n'a rien inventé de nouveau. Le paiement fractionné existait depuis déjà bien très longtemps. sûr, mais tu le généralises, tu le facilites. Oui, mais tu sais, voilà. Regarde, aujourd'hui, ce qu'on fait de mieux, ce que permet la technologie, puisqu'on parle un petit peu de tout ça, c'est l'apport de la technologie, c'est que on est beaucoup plus transparent. Il n'y a pas un bonhomme derrière qui pense à est-ce que je vais gagner de l'argent avec le client. Nous, on ne facture pas le client final, donc on ne gagnera pas d'argent avec le client final. Pinky, le sujet, c'est de nous libérer, c'est ça Ouais, je pense que de toute façon... La grande ambition de ce que vous faites ? Oui, bien sûr. Surtout, la grande ambition de Ledger en particulier, c'est de libérer les gens, de leur permettre d'avoir accès à leurs propres fonds. Et puis, tu sais, c'est des concepts qui paraissent assez lointains. Et puis, tout d'un coup, quand tu as la guerre en Ukraine, ça paraît plus... On est dans le cœur du sujet, quoi. Quand tu déplaces les populations déplacées, si ton argent est dans une banque ukrainienne, le IOU de la banque ukrainienne vaut presque plus rien. Tu peux plus sortir ton argent de la banque, etc. Alors que si tu peux te déplacer avec... Bon, je ne vais pas rentrer et aller trop loin sur le Bitcoin et pourquoi ça va donner de la liberté aux gens. J'espère que c'est une... Je comprends ça, hein, tout à fait, et notamment pour les pays aussi dont les devises peuvent vaciller parfois encore plus fort que le Bitcoin. Et ça arrive dans plein de pays. Hein. Oui, j'espère que c'est une situation quand même qui reste aujourd'hui limitée. Voilà, on va dire ça comme ça. Non, pas du tout. Au Nigeria, Argentine, des centaines de millions de personnes. Sur des Turquie, Amérique du Sud, Afrique du Sud. Alors là, la liste des pays en plus continue de s'allonger. Donc je veux dire, autant on en parlait il y a 7 ans, on pouvait dire mais le Bitcoin finalement à quoi ça sert. Autant aujourd'hui, vu le nombre de personnes qui sont affectées justement par des variations fortes de leur monnaie, le Bitcoin, ça sert à quelque chose. Et tous ces pays-là qu'on vient de citer, la Turquie, etc., c'est des grands pays pour le Bitcoin, hein, parce que les consommateurs, ils ne se trompent pas. Donc, du coup, ils ont une alternative et ils y vont. Donc, moi, je pense que, de toute façon, il y a toujours les deux côtés de la pièce. Tu peux prendre une technologie avec un téléphone portable, c'est bien parce que tu peux appeler tes amis, c'est pas bien aussi parce que les terroristes l'utilisent. Bon, ensuite, c'est pas pour autant qu'il faut arrêter d'utiliser le téléphone Moi, j'ai portable. aucune nostalgie, absolument aucune nostalgie en matière de services financiers. Je me souviens quand j'étais petit que j'allais faire la queue une fois par semaine déposer mes chèques. Non, j'ai aucune nostalgie. Ouais, je pense que la technologie, elle a apporté des choses extraordinaires. On parlait tout à l'heure, donc pour mon cas de finance, il n'y a que 7% des Français aujourd'hui qui ont des titres en bourse. Ouais. Et aujourd'hui, quand on veut avoir accès à l'information... Il y en a plus que du Bitcoin d'ailleurs, dis donc. Il y en a plus que du Bitcoin. Et quand on veut avoir accès à l'information, il y a une barrière à l'entrée chez son banquier privé qui est de 300-400 000 euros de patrimoine. Donc il y a un vrai problème. Il n'y a que 7% des retail investors, c'est-à-dire des investisseurs non professionnels, qui sont des femmes. Donc il y a un problème de circulation de l'information. Il y a un problème d'éducation. Et pour reprendre mon cas, donc celui des social media, en revanche, les social media non régulés, non soumis à une réglementation, sont des dangers. Donc je ne suis pas non plus un fan des informations qui circulent sans être vérifiées sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que chez nous, on veut combiner les deux. C'est-à-dire offrir un réseau social dans un environnement sécurisé, réglementé, etc. Donc en gros, il faut que ces technologies cassent ces monopoles, diffusent l'information, libèrent aussi, on parle d'Afrique. En Afrique, il n'y a que 20% des gens qui ont un compte bancaire. Donc il y a 80% de l'Afrique qui n'a pas de compte, pas de carte bleue. Donc c'est aujourd'hui le rôle de la technologie, des mobiles,
Donc là, c'est le lien avec Pixmania. C'est le rôle du mobile de devenir la banque. Là-dessus, rendons hommage quand même à Orange, qui, pour le coup, en Afrique, a développé des systèmes dont on aurait bien nous-mêmes aimé profiter à une certaine époque. Non, mais c'est vrai, ils ont été en Afrique beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que, notamment avec le système bancaire, que ce que nous, on peut encore faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'ensemble de cette démarche, Jean-Émile, et quelle est la relation avec la relance de Pixmania ? Alors, je rejoins la non-nostalgie. C'est tellement plus simple, c'est tellement plus pratique. Aujourd'hui, il y a des postes de dépenses qui ont augmenté. On dépense beaucoup d'argent quand même sur son téléphone et dans tout l'environnement du téléphone. Donc, variabiliser ça, dire je suis prêt à mettre 50, 100. Faut préciser qu'est-ce qu'on est prêt à mettre par mois pour son environnement, et tout ce que tu fais appel à notre responsabilité individuelle, hein, c'est ça le cœur. Oui, parce qu'en fait, c'est difficile quand même de sortir 1 000 € ou 1 500 € d'avance. Tandis que de le sortir 80 € par mois pendant 2 ans. Et en plus, quand on vous reprend le téléphone derrière, tout ça, ça peut marcher parce qu'il y a du Scalapay, parce qu'il y a du Ledger, parce qu'il y en a qui vont gagner de l'argent un petit peu pour investir plutôt que d'avoir un plan d'épargne à combien ? À 0,5% ou 1%. Avoir des frais de transaction dans les banques traditionnelles de 1% quand on les a pas négociés. Enfin, voilà, c'est pas possible que ça existe encore aujourd'hui. 1%, mais tu plaisantes. Frais de transaction à 1%, c'est que tu as négocié. C'est plus que 1%. Alors que c'est un cent. Alors que c'est un cent. Ah ben évidemment. Donc, ça n'a plus lieu d'être. Voilà. Et donc, je trouve que le panel des intervenants sur cette table, c'est le futur, quoi. C'est même pas le présent, c'est clairement le futur. Et donc, qui passera à travers le mobile. Et tout passera à le mobile. C'est-à-dire le mobile, c'est la pierre angulaire. Le mobile, c'est la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire. 80% des transactions de l'e-commerce maintenant sont initiées par le mobile. Voilà. Nous, on fait nos tests encore parfois sur l'ordinateur, mais c'est une erreur. Tout doit être fait sur le mobile. Pinky, le mobile va être la pierre angulaire de ce nouveau monde du commerce ? Oui, on le voit depuis déjà pas mal de temps. Mais là, ça y est, c'est fait, quoi. C'est fait. Et c'est vrai que ce qui est intéressant quand on prend les pays ou quand on prend l'Afrique ou en Inde ou dans certains pays, on a connu le leapfrog, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de laptop ou de trucs comme ça. Tout à fait. Ils sont forcément passés directement dans le mobile. Ils n'ont plus eu la télé. Voilà. Donc c'était direct et on est quand même dans cette tendance. Pascal, donc Ledger, on a raconté toute l'aventure de la clé sécurisée, on appelle ça comme ça, enfin voilà, du coffre-fort digital numérique. Comment est-ce que ça évolue justement ? C'est quoi les... Tiens, je discutais avec un grand ancien... Bruno Bonnel, pour le coup, alors on est sur les premières heures de l'Internet, Atari, Infogrames, et il me disait, attention, une start-up, une entreprise en forte croissance a une trajectoire toujours balistique. Balistique. Voilà. Et si à l'apogée, tu ne trouves pas une nouvelle raison d'être et une nouvelle raison de croissance, alors tu vas retomber. Je trouve ça intéressant. Oui, c'est possible. C'est un peu ce qui est en train d'arriver à Facebook, par exemple. Mais, mais ça veut dire qu'aussi, la balistique, la première trajectoire peut être quand même très longue avant d'atteindre le plateau et de retomber. Tout à fait. Et donc, moi, je pense qu'on est vraiment au tout début de notre histoire. Donc, on est dans la pente ascendante forte. Donc, ce moment-là, on en reparlera peut-être dans 5 ans. Pour l'instant, nous, on est concentrés sur déjà arriver sur le moment où éventuellement... L'apogée. Ouais. Mais ce qu'on va faire, et nous, nos produits, donc nous, tout n'est pas sur le mobile, tout est sur une clé. Et d'ailleurs, il ne faut absolument pas garder ces crypto-monnaies sur son mobile. C'est fortement déconseillé. Pourquoi ? Parce que les mobiles ne sont pas faits pour faire de la sécurité dans le sens de sécuriser des clés privées pour les crypto-monnaies. Les mobiles sont hackés tous les jours. Là, il y a un nouveau groupe de hackers qui s'appelle Lapsus. Vous pouvez les suivre sur Telegram. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est terrible. C'est-à-dire ? Ils ont cassé tout Samsung, par exemple. Donc, ils ont extrait toutes les clés privées, toutes les enclaves sécurisées qui sont dans les Samsung, ils ont tout publié sur Internet. Enfin, c'est d'une violence extrême. Et d'ailleurs, en plus de la guerre, il y a la cyberguerre qui est en cours et on ne se rend pas compte à quel point ça, c'est violent. Et il y a des groupes terroristes, ou je ne sais pas comment les nommer, mais là, Lapsus, c'est un groupe assez bizarre. Ils publient vraiment tout. Ils n'ont même pas de demande, en fait. Ils ne demandent rien. Ils ne demandent même pas d'argent, quoi. Juste, ils publient les secrets de grandes sociétés industrielles, Samsung, Nvidia, etc., etc. Donc ça veut dire que les téléphones aujourd'hui n'ont pas été construits pour la sécurité, donc il faut isoler les clés privées
dans un device de sécurité. C'est pour ça qu'on sera des grands partenaires de nouveau Pixmania, parce que dans son abonnement téléphonique, il faudra voir si on veut une clé Ledger qui va avec. Et puis nous, on a aussi des services qu'on va activer courant d'année, des services notamment sur le fait de pouvoir récupérer ces clés privées si on a perdu ces 24 mots, parce que vous savez, en plus de la clé, on a 24 mots, c'est fait 24 mots. Donc là, on va proposer des services pour dématérialiser ça de manière sécurisée et pouvoir les retrouver au moment où on en a besoin. Enfin bon, voilà, tout un tas de choses. Et donc, on sera bien sûr les partenaires de Pixmania. Je ne connaissais pas cette histoire de 24 mots, là, mais on doit revisiter un certain nombre des grands textes de la littérature classique, à mon avis. 24 mots. Ça doit être assez magnifique, on doit avoir... Mais bon, pour finir, nous, on n'a pas une vision mobile only du futur. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, on pense que, et notamment, l'évolution du web, c'est toujours fait avec le hardware. C'est assez rigolo, parce qu'on a dit, au début, tu avais une grosse tour chez toi, un gros ordinateur. Ensuite, magie, on avait un laptop, on pouvait bosser de son salon, de sa cuisine, etc. Puis ensuite, il y a eu le téléphone, et notamment l'iPhone, qui a été la grande révolution, et qui fait que maintenant, tout passe par smartphone, parce que c'est tellement plus facile d'utilisation. Sauf que, donc ça, c'était le Web 1, le Web 2. Là, on arrive dans le Web 3, et donc, comme toutes les grandes révolutions web, le Web 3, il va avoir besoin d'un hardware spécialisé, et notamment spécialisé sur la sécurité, parce que le point commun de tout ce qui est Web 3, c'est cette histoire de clés privées. Ouais. Alors, si les clés privées, on les met sur un ordi ou sur un téléphone, franchement, faut pas le faire, juste, croyez-moi sur parole, c'est parti en moins de 30 secondes. Et donc, il va falloir du hardware spécialisé. Et nous, on réfléchit beaucoup au futur de ce hardware. On travaille avec beaucoup d'ex-Apple dont on donnera le nom prochainement, et les gens seront surpris, et c'est ça qu'on est en train de faire en fait. Et il reste une minute, et je voulais finir avec Benjamin, parce que on a tous adoré en fait, alors c'était Robinhood, mais j'espère que ce sera, Shares un jour, Robinhood contre Wall Street. C'était fantastique. Et là, il y a eu un moment, je dois avouer, qui m'a fait... et encore une fois, là, j'en ai un peu les picotements, pour sauver des boîtes que Wall Street avait décidé de condamner, comme ça, quoi. Non, absolument. Je pense qu'il y a eu 2 grandes révolutions récemment dans la finance. Il y a évidemment les cryptos, donc la typologie des assets qui s'est multipliée, plus récemment même les NFT. Basé sur une technologie qui est la blockchain. Ça, c'est une révolution technologique. Et puis, il y a une révolution sociétale qui est, pour moi, l'investissement collaboratif. Ouais. Il y a ce qu'on appelle la masse affluente de jeunes investisseurs qui se sont sur Reddit entendus pour soutenir des entreprises, tout simplement parce qu'ils les aimaient. Et en réalité, pas forcément pour faire un gain financier, parce qu'au départ, quand ils ont été soutenir GameStop, BlackBerry, Nokia contre les hedge funds qui pensaient shorter donc ces compagnies, il n'y avait pas forcément l'enjeu de gagner de l'argent. Et ça a été extraordinaire. Et ça plaide pour une sorte de transparence entre ce que font les entreprises aujourd'hui et demain, et éventuellement leurs investisseurs, petits retail investors sur des apps. Allez, passionnant. 30 secondes, Jean-Émile, c'est tout ça que vous allez porter. Hein. Voilà. Ah oui, en plus, là, j'ai découvert qu'on allait faire un beau partenariat avec Ledger, donc ça, c'est super. C'est pour ça que je suis venu, moi. C'est pas pour ça qu'on est là. Tu vois. Non, mais... c'est super intéressant, et finalement... c'est une brique de plus. On a pu te répondre que c'était finalement pas des destructeurs de valeur. Est-ce qu'on t'a convaincu? Je ne crois pas que... Mais je suis un boomer, moi, mon vieux. Moi, je suis un dinosaure. La météorite est tombée, j'essaye de survivre. Voilà. Et j'espère que vous construirez un monde qui sera aussi beau que celui qu'on vous laisse. Allez, les amis, on se retrouve bientôt sur Bismart. Cette émission vous a été présentée par Pixmania.